Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est pour faire un petit update sur les lectures que j'ai fait parce que là il commence à avoir une sacrée pile juste à côté de moi. Donc voilà, ça serait peut-être bien que je vous en parle. On va commencer assez rapidement. Évidemment, vous connaissez la chanson. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont je vais parler, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Ou si vous souhaitez parler des titres que vous avez lus, je serai ravie de vous lire. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je commence assez rapidement avec Fangirl. Je vous en ai déjà parlé justement dans mon book haul. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui écrit des fanfictions avec sa sœur jumelle. Mais cette fois-ci, elles ont grandi, elles vont à la fac et sa sœur jumelle très clairement veut se séparer justement de sa sœur. Elle veut se créer sa propre identité, donc elle ne veut pas être dans la même chambre d'internat, elle ne veut pas avoir les mêmes amis. Elle a d'ailleurs coupé ses cheveux un peu la garçonne et elle en a marre, elle ne veut plus écrire les fanfictions avec sa sœur. Mais on va suivre cette protagoniste qui, elle, est toujours ancrée dans cet univers de fanfiction, qui a vraiment une obsession pour l'œuvre originale qui a engendré ces fanfictions. Et donc, elle va se retrouver à faire des études de lettres. Et on va suivre cette jeune fille qui a d'ailleurs un peu des problèmes, je pense, d'anxiété sociale. Elle a du mal avec les codes sociaux à s'intégrer et tout. Et potentiellement, moi j'ai lu et j'ai vu 2 ou 3 love interest. On va voir comment ça va avancer dans l'histoire, mais il y a plusieurs intrigues qui sont mises et plusieurs justement petites tropes. On a le père qui est visiblement aussi affectueux qu'il est un petit boulet, hein, on va pas se mentir. On a la sœur, comme je l'ai dit, qui essaye de se différencier de sa jumelle, et ce qui est tout à fait entendable, hein, mais d'un autre côté, ça brise un peu le cœur de celle-ci qui, franchement, on ne sait pas trop où se mettre. Et on a celle-ci qui a, comme je vous ai dit, un peu des difficultés à s'adapter à son environnement et qui va être prise sous son aile par sa colocataire parce que du coup, elle loue une chambre à 2. Donc voilà, c'est assez intéressant. J'aime bien parce qu'on traite aussi justement de l'écriture, de comment c'est dur d'écrire et de la fanfiction, la limite avec le plagiat et tout. Donc je suis très intéressée et je vais très vite commander le 2, je pense, parce que j'ai envie de voir justement vers où l'auteur veut nous emmener. J'ai lu aussi You're My Soulmate, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Là, ça y est, je suis à jour dans cette saga, donc je suis plutôt contente de moi. You're My Soulmate, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui débarque du coup de Saint-Province à Tokyo pour faire ses études à l'université. Sauf que elle, ce qu'elle veut, elle lit beaucoup de romances et tout ça, elle veut le vrai amour, elle veut pas juste une relation comme ça sans le lendemain. Donc, elle cherche sans trop chercher et justement, son amie va dire, pour le trouver, le grand amour, il faudrait peut-être que tu sors de ta chambre. Donc, elle va l'emmener en boîte de nuit. Elles vont tomber sur 2 garçons totalement différents d'elle, mais en même temps, l'une va prendre un dégât et l'autre qui est totalement bourrée, cette jeune fille va s'en occuper parce qu'elle ne veut pas le laisser dans cet état-là. Et ils vont commencer justement à discuter et ce garçon, du coup, va l'écouter justement attentivement, s'épancher sur le fait que si elle n'est là, c'est pas pour juste pécho, c'est parce qu'elle souhaite rencontrer quelqu'un qui sera avec l'amour avec un grand A. Donc il va décider de l'aider à trouver cette âme sœur et ils vont pas mal discuter, ils vont avoir justement une espèce d'amitié qui vont commencer à les lier l'un à l'autre et par un heureux hasard, ce jeune garçon est en lien, est ami avec quelqu'un qui est ami avec le premier amour de cette jeune fille et donc elle va retrouver le fameux Seno, l'homme avec qui elle a été amoureux pendant des années. Mais en attendant, leur relation à eux continue à évoluer et peut-être un peu plus que de l'amitié. Donc, voilà, il y a un trio qui va se former entre les deux, et franchement, un triangle amoureux plutôt, mais en vrai, on le sait très bien, le fait qu'il aide énormément, petit à petit va les rapprocher tous les deux, et des sentiments vont commencer à se lier. Là, je vous spoil un peu, mais elle l'a déjà choisi, hein. Elle ne va pas choisir Seno, son premier amour, même s'il lui déclare sa flamme, parce que lui aussi était amoureux d'elle, en fait, ils se sont jamais dit, mais elle va bel et bien choisir cet homme-là. Mais on a d'autres intrigues qui vont venir se mettre dans le chemin de nos protagonistes, puisqu'il y a le grand frère du gars, je sais plus c'est quoi son prénom à lui, Yori, qui va aussi débarquer et qui va vouloir mettre son grain de sel dans cette relation parce que lui, il a déjà quelqu'un pour son petit frère et il veut pas en gros que ce soit elle. Mais vous inquiétez pas, c'est un shoujo, ça va bien se passer, c'est une romance. Donc franchement, j'ai bien aimé et j'ai hâte d'avoir la suite justement pour voir qu'est-ce qui va se passer entre les deux protagonistes. Là, très clairement, pour le moment, la relation est en train de se concrétiser, donc ça fait plaisir à voir. Donc j'ai lu, ça y est, Sasaki et Miyano, le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9. Donc là, je suis à jour aussi dans cette saga-là. Je suis très contente. On est sur une romance MM. Si vous me suivez, normalement, vous avez déjà vu mes autres updates. Sur ce garçon qui est plutôt efféminé et qui a des goûts littéraires. BBL, hein, très clairement, il lit du boys love. Et donc, beaucoup de personnes pensent qu'il justement il est gay, puisqu'il est très efféminé. Et en plus, il lit des romances MM.
vraiment une obsession pour lui. Hein. C'est pas juste une lecture passe-temps, c'est une obsession. Dès qu'il voit deux mecs ensemble, il essaye de les shipper et tout, de voir qui est le dominant, qui est le soumis. Enfin, ça c'est humoristique du coup. Et à l'inverse, on a ce garçon-là qui est Sasaki, qui lui est plutôt le grand populaire et tout, beau gosse, nanani nanana. Et les deux vont avoir une amitié. Très vite, Sasaki va se rendre compte qu'il est amoureux de Miyano, mais Miyano va être en mode pas sûr, quoi. Et on va avoir petit notamment la relation qui va se créer très, très, très lentement. Parce que déjà, Miyano met du temps avant d'accepter qu'il se passe quelque chose entre eux deux. Donc voilà. Du coup, au tout début, ils sont tous les deux, je crois, que lui doit être en seconde et lui est en première. Après, du coup, première et terminale. Et là, on arrive au tome 9, enfin 8 et 9, où justement Sasaki s'en va à l'université. Donc là, il y a des questions qui vont se poser sur, on est ensemble, mais il y en a un de nous deux qui part dans un autre... dans une autre école. Donc du coup, est-ce que notre relation va tenir la distance ou pas? Donc voilà, c'est une petite romance comme on aime. J'aime bien, j'ai très hâte et je vais continuer à lire, évidemment. Et dans le même univers, du coup, on a un pote de Sasaki qui est en colocation avec un autre élève et potentiellement une relation qui va se créer avec eux. Et on a leur propre histoire qui a été éditée, donc je suis très contente. Donc ici, on a Hirano, et là, on a Kagi, enfin Kagiarura, là, je sais pas trop comment ça se prononce. Très clairement, Kagi, lui, depuis le début de la coloc, il sait qu'il est in love de lui. Enfin, in love, c'est un peu compliqué, mais en fait, il est admiratif, et il veut tout le temps être avec lui, il veut l'épouser, il veut. Donc, il va comprendre qu'au final, voilà, c'est plus que juste... une simple amitié. Et justement, dans ces deux tomes, c'est ça en fait. C'est le comment Kagi va réussir de passer à je veux passer tout mon temps avec lui, je veux l'épouser, à en fait, je l'aime, je le désire. Et avouer ses sentiments justement à Hirano, qui en plus je sais plus comment on dit, son senior, parce qu'il y en a un qui est du coup en seconde et l'autre qui est en première, un peu comme les deux autres là, ils ont un an d'écart. Et donc après, ils sont censés se séparer. Mais voilà. Très clairement, là, on a aussi Hirano qui, lui, pour lui, il le considère un petit peu comme son petit frère au début. Mais déjà à la fin du tome 2, on voit qu'il y a des petites nuances qu'il est plus trop sûr de... Parce que Kagi va déclarer ses sentiments, et donc du coup, lui, il est en mode, non, mais en fait, moi, je t'aime bien, mais pas comme ça, en fait, juste en tant que pote. Voire, je te considère un peu comme un petit frère. Mais... je pense que ça va vite changer justement parce que très clairement, là, à la fin du tome 2, il y a moyen qu'ils soient séparés de Charme justement. Donc, à mon avis, les deux vont faire des efforts pour ne pas être séparés. Et en faisant des efforts, ils vont sûrement se rendre compte qu'il y a plus. Donc, j'ai très hâte de lire la suite. Parce que là, c'est vraiment juste le début, c'est introductif. J'ai lu aussi la suite de Arte, le tome, donc du coup, 16, 17 et 18. Et que vous dire que je suis un peu chafouin là, je vous avoue, parce que on est sur quelque chose qui commence à devenir de plus en plus sombre. Donc très clairement entre le tome, je sais plus, c'est à partir peut-être du 14, 15, 16, on est justement sur un arc où Arte doit partir de là où elle est. Et peut-être faut faire le résumé de base. Donc Arte, on est sur l'histoire, on est au 18e je pense. On est sur une jeune fille qui vit à Florence et qui malheureusement, heureusement pour elle, est une aristo. Donc très clairement, elle est destinée à épouser un homme et à devenir une femme, une épouse, une mère, mais absolument pas une artiste comme elle souhaite de le devenir. Donc elle va se fâcher avec sa mère, très clairement, et elle va faire un apprentissage, mais elle ne trouve pas d'atelier jusqu'à ce que Léo, un peintre, un maître, mais qui est juste entre lui un atelier, il n'a pas un gros atelier comme beaucoup avec plein d'apprentis, il est juste tout seul, va décider de la prendre sous son aile et de la faire devenir apprentie. Et petit à petit, justement, on va suivre l'évolution de Arte, comment elle a réussi à faire sa place en tant qu'artiste et en tant que femme dans ce monde qui est assez masculiniste, on va pas se mentir. Donc, il se passe évidemment beaucoup de choses. On est arrivé au tome 16. Il va y avoir une ellipse aussi, là, entre ces tomes-là, pour justement nous marquer. On va avoir une ellipse de 7 ou 8 ans, donc c'est quand même assez important. Des personnages qu'on retrouve, qui se sont mis ensemble et tout. C'est trop choupi, j'étais trop contente de ce moment-là. Par contre, la relation avec Léo, avec son maître, en prend un sacré coup. Et dans le dernier tome, d'ailleurs, on a un retour sur le passé, de comprendre comment Léo en est arrivé à devenir Léo. Tout ce qu'il a traversé et tout, c'est assez dur. Du coup, j'ai un peu peur que le tome 19 se concentre encore sur la vie de Léo et comment il est devenu celui-là qu'il est, et non pas la suite de l'histoire en elle-même, parce que là, très clairement, Arte recherche Léo, voir qu'est-ce qui lui est arrivé, où il en est après l'ellipse de 8 ans. Donc, très hâte de lire, mais très hâte de savoir la suite, pas d'avoir la suite de l'ancienne vie de Léo. Moi, je veux la suite actuelle, très clairement. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé, et comme vous vous en doutez, à mon énergie, je veux la suite évidemment, et je la lirai avec un grand empressement.
Ensuite, j'ai continué et j'ai très bien avancé Honey Lemon Soda. Donc j'ai lu le 3, le 4, le 5 et le 6. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui se faisait harceler au collège, que tout le monde appelait la pierre parce qu'elle n'exprimait aucune émotion malgré le harcèlement et tout. Et quand elle va devoir choisir un lycée, ce jeune homme qui va passer là par inadvertance va lui dire, au lieu d'aller dans un lycée de snob, justement, d'aller dans le sien. Et peut-être justement qu'elle arrivera à devenir enfin elle-même. Et très clairement, il va lui faire comprendre qu'elle est peut-être une pierre, certes, mais que pour lui, en gros, elle est plutôt un diamant brut, qu'il faut que justement réussir à la tailler. Et en gros, il va se donner ce rôle-là, de tailler cette pierre pour qu'elle devienne un diamant. Et elle va décider d'aller dans ce lycée-là. Et bien, la jeune fille qui se faisait harceler, qui était très introvertie, qui n'a pas du coup tous les codes sociaux, nanani, nanana, va petit à petit s'ouvrir et devenir justement une jeune femme. Là, on est surtout autour justement de la romance au début, avec elle qui a des sentiments très clairement pour lui, qui lui le comprend, qui est attaché à elle, mais qui pour le moment, il ne sait pas trop justement où ça se situe entre amitié et amour. Petit à petit, on voit bien qu'il s'attache de plus en plus. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que là, dans les 2 derniers tomes, surtout dans celui-là et dans celui-là, on a justement un père qui se trouve un petit peu être toxique sans vouloir l'être, mais quand il se rend compte justement que sa fille change dans ce lycée, il se dit qu'il y a un truc qui ne va pas, que ce n'est plus, il ne reconnaît plus sa fille, et donc il met la faute sur les jeunes avec qui elle traîne, comme quoi c'est des mauvaises fréquentations, et que sa fille toute douce qui obéit toujours, c'est plus sa petite fille, et il en devient à vouloir la changer d'école, à vouloir la mettre dans le fameux lycée snob et tout, mais justement, il va falloir que cette jeune fille apprenne à dire non à son père, à lui dire si je change, ce n'est pas forcément en mal, au contraire, c'est en bien. Je suis une jeune adolescente et j'ai beaucoup aimé justement parce qu'on avait ce côté où les parents croient tout savoir en fait sur leur enfant et malheureusement, c'est rarement le cas en fait. Votre enfant vous dit rarement tout et justement, le père est persuadé qu'au collège, tout allait bien pour sa fille, puisque sa fille ne lui disait rien, très clairement, du harcèlement qu'elle vivait, et que maintenant qu'elle est dans ce lycée-là où elle change, justement, c'est maintenant qu'elle se fait harceler, et que, en fait, non, c'est le schéma inverse, mais son père ne s'en rendait pas compte. Et donc, j'aime bien aimer, justement, cette relation qui pouvait être un petit peu toxique sans en vraiment l'être, parce que le père avait l'impression que sa fille avait besoin de lui, et que c'était dans sa personnalité, alors qu'en fait, non, à l'époque, si elle avait besoin de lui, c'était pas dans sa personnalité, c'est parce qu'elle se faisait harceler, et qu'elle avait peur, par exemple, d'aller dans une librairie sans son père. Et voilà, j'ai bien aimé justement de voir cette évolution-là, ça change, et ça a aussi mis un petit souffle, une petite pause entre guillemets, justement la romance entre les deux en attendant. Donc voilà, moi j'aime bien, et là on commence justement à avoir des questions qui se posent aussi au niveau de la relation, justement, même le gars il le dit à la meuf, je suis quoi pour toi, très clairement. Donc là je pense qu'on va avoir une belle évolution dans les suites de leurs aventures, j'ai très hâte de la lire, je vous avoue. On continue dans les mangas et dans les suites. J'ai lu Bright Story, le tome 15. On est sur un roman historique, très clairement. On est en plus au niveau oriental, Mongolie, Pakistan et ce genre de pays-là. Et on suit à chaque fois, comme le dit le truc, des mariages assez... pas spéciaux, mais à chaque fois très différents. Le premier, c'est un gros écartage entre une fille qui a la vingtaine et un garçon qui a 12-13 ans. On a 2 jumelles qui vont se marier avec 2 frères pour pas être séparés. On a une femme qui va demander à son mari d'épouser sa meilleure amie pour pas qu'elle soit mise à la rue. Enfin, vous voyez, il y a plein d'histoires différentes comme ça qui sont vécues dans cette saga. Et donc là, on arrive justement à une histoire qu'on a déjà un petit peu vue, mais là, on a la suite de cette histoire. C'est une jeune femme qui a eu plusieurs mariages, qui a plusieurs fois été mariée, mais qui n'a jamais eu très de chance, et ses maris sont toujours morts. Et donc là, très clairement, la tribu sait plus trop quoi en faire, et elle va se lier d'amitié, d'amour avec un étranger, celui-là qu'on suit aussi au début, un Anglais, et finalement, ils vont décider de se mettre ensemble. C'est assez smooth, assez mignon. Je vous avoue qu'on n'est pas sur de la romance comme maintenant on connaît, c'est vraiment à l'ancienne, avec... très clairement, ils ne se sont jamais encore embrassés. Pourtant, ça fait déjà 2 ou 3 tomes qu'on est sur leur histoire. C'est très à l'ancienne, justement. Donc là, lui décide de la ramener dans son pays, justement, pour pouvoir l'épouser. Mais sa famille s'oppose à ce mariage parce que c'est une étrangère, parce que c'est une autochtone. En gros, pour eux, c'est une barbare. Et donc, ils ne veulent pas d'elle dans leur famille. Mais il ne va pas écouter justement ce jeune homme. Il a toujours fait tout ce qu'il a voulu dans sa vie. Et il a toujours fait ses propres choix. Donc, il dit, tant pis si je dois couper les ponts avec ma famille, mais je vais trouver une petite maison. Et là, justement, ils vont élever des moutons ensemble, ils vont vivre leur petite vie très loin de Londres, de l'aristocratie et tout ça. C'est assez chouette, c'est assez doux comme lecture, je vous avoue. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Peu importe justement l'histoire qui est présentée, à chaque fois c'est toujours un bonbon, c'est toujours une petite bulle. Donc je vous le conseille si vous aimez ce genre d'histoire.
On continue toujours. Donc là, l'autrice de ma destinée, le tome 3, pareil, j'ai lu la suite. On est sur un webtoon classique avec une autrice qui va se réincarner dans son propre livre, mais elle ne va pas se réincarner en tant que l'héroïne, elle va se réincarner en tant que la méchante. Donc on va la suivre, faire en sorte que ça ne se passe pas comme elle l'a écrit. Et justement, elle a fait tellement des choix différents que la méchante est censée faire, qu'on en arrive à une histoire où, eh bien, très clairement, le héros qui est censé tomber amoureux de l'héroïne est plutôt en train de tomber amoureux d'elle, de la méchante, et pas mal de personnes, justement, qui sont censées graviter autour de l'héroïne, vont plutôt graviter autour d'elle. Donc là, on est arrivé au tome 3. Il se passe évidemment énormément de choses, et elle ne se rend toujours pas compte, justement, que tous les choix qu'elle a faits entraînent des changements dans sa propre histoire. Elle est toujours persuadée que la trame va reprendre à un moment ou un autre, alors que très clairement, non. Là, on s'est très très éloigné de sa trame à elle, donc il va falloir qu'elle ouvre les yeux, parce que c'est un petit peu agaçant, qu'elle ne se rend pas compte, parce qu'il y a même d'autres personnages autour d'elle qui se rendent compte que, meuf, si, tu vois, très clairement, le gars, il a fait son choix, quoi. Et toi, tu ne le vois pas, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, et j'ai très hâte de lire la suite, encore une fois, graphique, voilà, un webtoon très classique qu'on adore, très coloré. Franchement, c'est très chouette. J'ai très hâte de lire la suite. On continue, mais cette fois-ci avec une BD, et c'est un emprunt que j'ai fait à la médiathèque, La Sentinelle du Petit Peuple, le rituel de protection. Ça fait longtemps que j'avais pas lu cette histoire et je savais plus trop où j'en étais, donc j'ai eu un peu de mal à raccrocher les wagons, mais au final ça s'est fait quand même assez rapidement. On est sur une BD jeunesse où c'est l'histoire d'une jeune femme qui va hériter du rôle de gardienne du petit peuple que sa grand-mère avait avant elle. En fait, ce sont des personnes qui voient justement tout ce qui est fée, lutin, lépreux chaunes et toutes ces créatures justement de l'imaginaire qu'on considère comme des légendes justement de l'imaginaire, mais eux, ils les voient et ils sont justement leurs protecteurs. Et du coup, eh bien, à chaque fois, à chaque tome, on suit justement ses péripéties et comment elle fait en sorte d'aider ou pas les peuples. Là, on est vraiment autour de la mer et autour des sirènes et tout. Enfin, c'est assez chouette, c'est de la jeunesse. J'ai envie de vous dire, là encore, c'est surtout l'histoire autour de la mère, justement, qui commence à avoir des doutes sur ce que fait sa fille, qui voit qu'elle sort de plus en plus, qu'elle lui cache des choses, qu'elle lui ment. Et donc petit à petit, la mère va se poser des questions et va se rendre compte du secret de sa fille. Donc ouais, c'est chouette, mais pas transcendant. Franchement, j'ai bien aimé, mais je lirai peut-être la suite, je vous avouerai, parce que j'ai envie de savoir comment l'histoire se continue, et peut-être pour voir un petit peu la morale de l'histoire. Mais franchement, j'ai pas été non plus méga enjaillée. On va continuer avec 2 tomes que j'ai lus. Donc j'ai lu Impact avec le roi elfe. On est sur l'histoire d'un monde où, je vais vous le mettre ici, comme ça vous allez voir de quelle couverture je parle. On est sur l'histoire d'un monde où très clairement le monde a été coupé en deux. Il y a du côté les humains et de l'autre côté les créatures. Toutes les créatures sont naturelles. Et pour que la magie et l'équilibre se fassent, en gros, les elfes viennent récupérer tous les 100 ans une humaine qui a des pouvoirs magiques et qui vient se marier avec le roi pour rééquilibrer en gros la balance entre les deux mondes. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais du coup c'est ce qui va se passer. Là on en arrive à un problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la future reine magique, la reine humaine comme ils l'appellent. Ça fait plusieurs années qu'on attend et on ne la trouve pas, alors que les 100 ans, l'heure fatidique arrive, jusqu'au jour où justement le roi en a marre, le roi elfe, il va débarquer chez les humains et il va se rendre compte que, eh bien, il y a une jeune fille qui a des pouvoirs magiques, mais elle a un collier qui justement obstrue ses pouvoirs et c'est pour ça qu'on ne la détecte pas. Donc il va lui arracher ce collier et on va suivre justement la jeune fille qui est la protagoniste, qui est la guérisseuse en fait du village là où on vient chercher la reine humaine. Elle, en fait, elle a un devoir énorme justement envers la population parce que depuis toute petite, elle est passionnée par les plantes et pour devenir guérisseuse, eh bien, le village a économisé et lui a payé une formation à l'académie pour pouvoir devenir justement herboristeuriste et guérisseuse. Donc, elle se fait un devoir de rendre au centuple en fait le fait que tout le village est économisé pour qu'elle puisse payer des études pour devenir leur guérisseuse. Et donc quand là, elle voit le roi elfe débarquer et lui dire « Écoute, en fait, tu n'es pas juste une guérisseuse, l'affinité avec les plantes que tu as, c'est de la magie, très clairement. Donc tu viens avec moi et je t'emmène dans le royaume des elfes. » Déjà, elle est choquée parce qu'elle découvre, alors que normalement, les reines humaines, justement, on leur apprend à se servir de leur pouvoir. Elle découvre qu'il y a des pouvoirs. Elle découvre que justement, toute la vie qu'elle avait imaginée et tout, tout va être cassé, très clairement, puisqu'elle va devoir aller dans un autre monde et devenir reine, alors que ce n'était pas du tout ses projets à la base. Et puis en plus, comme je vous ai dit, elle avait un devoir envers son peuple, envers
sa ville. Et du coup, elles se rendent compte qu'ils n'auront plus de guérisseuse alors qu'ils ont tous économisé pour ça. Donc il y a toutes ces ambivalences chez cette fille qui va être assez prégnant. Et j'ai énormément aimé justement la relation entre les deux, comment elle se noue, les différents, les différents intérêts qui sont l'un pour l'autre. On est très clairement sur un Grumpy Sunshine. Hein. Lui, il est très froid, très austère. Et d'ailleurs, il a la magie de la mort, alors que elle, eh bien, elle a la magie de la vie, des plantes et de tout ce qui s'ensuit. Donc on a une relation comme ça qui va se nouer entre les deux. Très clairement, on est sur une romantique un peu plus classique, mais qui fonctionne très bien. Et justement, on découvre que dans ce monde, il y a d'autres créatures. Il y a des faées, il y a des vampires. Et du coup, on va les découvrir dans les tomes prochains. Et franchement, j'ai adoré le tome 1 et la dynamique qu'il avait mis en sang. En fait, ça ne cassait pas trop patin un canard, je vous avoue. Mais ça fait bien aussi. Ça fait du bien aussi, ce genre d'histoire où... on va string to point, on va au but et puis c'est tout quoi. On ne cherche pas à se prendre la tête. Franchement, moi ça m'a fait du bien. Et donc du coup j'ai directement enchaîné avec le tome 2 puisque j'ai vu qu'il était sur Audible en audio et j'ai pas cherché franchement. Donc du coup c'est une danse avec le prince Faé. On est dans le même univers sauf que cette fois-ci on est chez les humains et il y a très clairement la frontière avec le Frost, comme on dit, qui est pas très loin, mais on pense toujours que tout ce qui est elfe, vampire, fae et tout, ce sont des légendes. On est chez une humaine qui très clairement, elle est un peu en mode Cendrillon. Son père s'est remarié avec une femme qui est exécrable et qui se sert d'elle comme une esclave. Enfin, très clairement, on est sur une réécriture de Cendrillon. Hein, on va pas se mentir. Au bout d'un moment, il faut arrêter de... Donc c'est une réécriture de Cendrillon et jusqu'au jour où justement sa belle-mère, tellement elle est méchante, elle va la marier avec un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Juste, il lui a donné une grosse somme et il demande en échange de dot un livre que dans sa famille ils ont et qu'ils ne veulent pas vendre parce qu'il appartenait à la mère de la jeune fille et non pas à la belle-mère là. Donc cette belle-mère va donner la fille le livre et en gros elle va se casser. Elle va arriver chez lui, sauf qu'on a un petit retelling là à un moment de Belle et la Bête parce que justement lui ne va pas vouloir se montrer à elle vu que c'est un faé et donc ils vont avoir une relation qui vont se nouer sans se nouer, ils vont se parler mais sans se voir et donc c'est assez intéressant justement de voir comment ils vont se faire des blagues, ils vont interagir l'un à l'autre mais sans jamais se voir et puis petit à petit justement ils vont commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre jusqu'au jour où elle va découvrir le poteau rose. Elle va découvrir qu'en fait ce n'est pas un humain qu'elle a épousé mais c'est un faé et n'est pas n'importe qui d'ailleurs, c'est le prince un des princes de son domaine, un des héritiers plutôt puisque les rois ont été tués par les faés et très clairement tous les héritiers sont en train de se faire justement massacrer, les potentiels descendants de la lignée royale de base parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'aller au pouvoir et très clairement comme il ne veut pas que son pouvoir soit remis en cause, eh bien il tue tous les prétendus descendants mais ce jeune homme lui a réussi à survivre en allant justement dans le monde des humains plutôt que de rester dans le monde magique. Donc ce livre il le voulait absolument parce que justement, visiblement, il y a une formule dedans dans laquelle il va pouvoir récupérer les pouvoirs des descendants. Sauf que, vu que c'est les livres de sa mère, cette jeune femme va interférer évidemment dans le sortilège et eh bien c'est elle qui va récupérer la magie. Et donc on va avoir tout un périple entre elle et du coup lui et ses acolytes pour pouvoir refaire un transfert de magie et tout. Et en même temps, elle va découvrir tout le monde que nous on a déjà vu dans le tome 1. Mais du coup, du point de vue cette fois-ci des faées et non pas des elfes, donc c'est intéressant. Et j'ai bien aimé, même si la révélation à la fin, je l'avais vu un peu à venir, comme je vous ai dit. C'est pas très clairement des histoires qui sont révolutionnaires, des romantiques épiques et tout, mais ça marche du feu de Dieu. Les personnages secondaires sont hyper attachants. L'intrigue entre les personnages, on sait, très clairement, on sait. Tout est hyper couru d'avance, mais c'est pas grave en fait, ça fonctionne. Donc moi j'ai très hâte de lire maintenant le prochain, je crois, c'est le duel avec le seigneur vampire. Parce que c'est encore la dernière race qu'on n'a pas encore vue justement dans le monde surnaturel. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et donc voilà, je suis très contente. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Autre lecture que j'ai fait, mais alors là par contre, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai lu Noblesse oblige. Mais les gars, il y a trop pris sur marchandises. On est sur l'histoire, en gros, je crois qu'on appelle ça une uchronie. La révolution de 1789 n'a pas fonctionné, malheureusement, et on est toujours du coup sous la royauté. On est sous Louis XXI et Louis XXII, je crois, et Louis XXII c'est le fils. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une télé-réalité qui les fait un peu en mode bachelor, enfin noblesse oblige,
les jeunes gens, justement de la noblesse, épousent des roturières. Et donc, on va suivre notre jeune femme qui, elle, eh bien, fait partie très clairement de la fronde, hein, de la résistance, qui veut mettre à mal justement la monarchie. Et donc, elle va être candidate à cette télé-réalité pour pouvoir infiltrer la monarchie et découvrir des secrets. C'est ça le speech de base. Donc moi, j'étais en mode, allez, on va être un peu dans une vibe, la sélection et tout, ça va être trop chouette. Les gars, pas du tout. On est bien plus du côté Vampiria, ouais, de Victor Dixon que du côté qui racasse la sélection. Très clairement, alors oui, le speech de base, c'est ça, mais ça va bien plus loin que ça, parce qu'on va se rendre compte justement qu'il y a des jeunes femmes qui disparaissent, qu'il y a des jeunes femmes qui se font torturer, il y a des personnes qui meurent. Très clairement, on a un psychopathe sadique qui enferme des jeunes femmes et qui les tue, très clairement. Hein, il les torture, il les tue. On est sur un serial killer qui a fait plus d'une 50aine de victimes. Et ça va être ça, le gros secret justement de la monarchie à faire exploser. On n'est clairement pas sur quelque chose de tout doux et tout mignon comme laisse penser la couverture. J'ai été très surprise de ma lecture. Elle est beaucoup plus dure que ce que laisse entendre la couverture. Enfin, moi, franchement, ça, du young adulte, oui, mais les gars, il faut s'accrocher. Hein. Là, on a aussi pas mal on a de la maltraitance, très clairement. Comme je vous ai dit, on a un tueur en série. On a une personne, justement, qui est très sadique. On a un pervers narcissique. On a un gars qui, comme, bah oui, je vous ai dit, il tue pour le plaisir, il maltraite. On a de la violence conjugale. Enfin, en vrai, on est franchement sur un titre beaucoup plus dur que ce que laisse entendre la com et ce que laisse entendre la couverture. Mais il n'empêche que, par contre, j'ai adoré. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus sombre que quand je me suis lancée dans la lecture. Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Sur la fin, mon petit cœur, il s'est brisé. Mais par contre, je lirai le 2 avec grande impatience. J'ai vu que c'était Liberté oblige, je crois, parce que je m'attendais absolument pas justement à lire ce bouquin. Je m'attendais absolument pas à ce que l'intrigue se passe comme ça, à l'inverse, comme je vous ai dit là, des romantiques que je viens de lire. J'étais choquée et la fin était aussi très surprenante, comment le déroulé se passe. J'avais absolument pas j'avais pas vu la chose se passer ainsi. C'est très chouette et du coup j'ai hâte de lire le 2 pour voir justement où l'autrice va nous emmener parce que franchement pépite, je m'attendais pas à ça, mais j'avoue que mon petit cœur en a pris un sacré coup. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais c'était assez surprenant. Hein. Comme je vous l'ai dit, je me pensais dans la sélection, mais en fait non, j'ai fini dans Vampiria. On est vraiment sur un truc avec pas mal d'intrigues, de complots politiques et de retournements de situation de ouf. Donc franchement, lisez-le, mais en ayant conscience que ce n'est pas une lecture doudou. C'est une très bonne lecture, je vous le dis pas, lisez-le. Mais par contre, accrochez vos petits cœurs et sortez les mouchoirs parce que c'est assez dur, hein, très clairement. Mais c'est très chouette et comme je vous ai dit, j'ai trop hâte de lire la suite. Donc voilà, je vous ai fait le topo des lectures que j'ai fait récemment. S'il y a des lectures que vous souhaitez parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça, comme je vous ai dit. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bons moments. Et je vous fais tout plein de gros bisous.